Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va parler du CDP, le Continuous Data Protection, une option supplémentaire en cas de ransomware. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Luc Blanc, j'ai en charge chez Datacore le Professional Services. Et tout d'abord, on va commencer par le sommaire, on va rapidement voir qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Potentiellement, les potentielles menaces d'un ransomware, les contre-mesures classiques d'un ransomware, le Continuous Data Protection Datacore, qu'est-ce que c'est? Comment le CDP, donc le Continuous Data Protection, peut aider en cas d'attaque? Et ensuite, je répondrai à vos questions. Pour les questions, vu le nombre de participants, je vais vous demander de les poser dans le webinaire et j'y répondrai à la fin de session. Merci. Donc déjà, Datacore, qui sommes-nous? Nous sommes une solution de Software Defined Storage, donc de virtualisation de stockage et d'hyperconvergence aussi. Nous avons plus de 30 000 déploiements dans le monde, sur plus de 10 000 clients finaux, et nous sommes en produit actuellement de 10e génération. Et notre technologie est focusée sur la virtualisation du stockage et la parallélisation des entrées-sorties disques. On est une plateforme logicielle, donc avec une indépendance complète du matériel, et on va pouvoir regrouper et rassembler tout type de stockage derrière notre solution pour pouvoir l'accélérer, la centraliser, l'automatiser et bien sûr la regrouper pour la protection. Et on va pouvoir fournir cette volumétrie à tout type de serveurs, qu'ils soient physiques ou des serveurs virtuels. Comme toute solution de stockage, nous avons beaucoup de fonctionnalités, de disponibilité, de performance, d'efficacité et de gestion. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir voir toutes les options, on va se focaliser essentiellement sur une fonctionnalité qui est le CDP, le Continuous Data Protection, autour de la menace potentielle des ransomware. Donc la menace potentielle des ransomware. Les ransomware, pour ceux qui ne l'ont pas déjà entendu, un ransomware, c'est également appelé un logiciel d'extorsion ou de cryptovirus, logiciel de cryptage. C'est un programme malveillant, un virus qui s'introduit et qui bloque l'accès au stockage ou l'accès aux données ou l'utilisation de ces données. Les données, elles sont alors cryptées ou bloquées et on exige une rançon afin de les débloquer ou de les décrypter. Au deuxième trimestre 2012, il faut savoir que près de 123 000 nouvelles variantes ont été enregistrées selon Kinsight Security. Donc les différentes méthodes d'infection qu'on a des ransomware, tout d'abord il y a les accès par email, donc similaires au phishing, provenant soi-disant de sources fiables, exemple la police, Microsoft, PayPal, qui vous demande d'acquitter une quittance ou quoi que ce soit, de contacts téléphoniques, de navigateurs web au travers de failles de sécurité Silverlight, Flash ou d'Exploit Java, ou tout simplement en vous proposant de télécharger une source non fiable sur un Dropbox, exemple un document de candidature d'un candidat. Les potentielles menaces sont différentes. On a déjà tout ce qui est disque système, donc le système infecté aura ses disques locaux inaccessibles. Tous les chemins aussi UNC de ce système-là, donc les partages personnels, mais aussi les partages de groupe. Et aussi les chemins UNC inactifs, parce que les mots de passe sont enregistrés en cache et peuvent être utilisés par le cryptolocker pour crypter ces UNC inactifs. Les contre-mesures classiques qu'on a sur ces ransomware, tout d'abord, on a la possibilité de payer la rançon. Mais si on paye une rançon, on n'a forcément aucune garantie du déblocage de la donnée. La deuxième option serait la récupération de la sauvegarde. En revanche, on va avoir un RPO dessus, une perte de données. On va se poser la question de savoir où est la donnée. La sauvegarde, est-ce que je l'ai déjà externalisée? Est-ce qu'elle est encore dans mon coffre? Est-ce qu'elle est encore dans l'entreprise? Qui c'est qui a la dernière sauvegarde? La sauvegarde, on va se poser la question de savoir si elle a aussi été cryptée. Et on va se poser la question de la durée de restauration. Donc, tout ça va se rapporte au RPO et au RTO. Donc le RPO pour la perte de données et le RTO pour le retour sur l'exploitation. Donc pour détailler un peu ça, on va avoir le moment de l'incident, donc le moment où le cryptolocker a commencé à crypter les données, et on va avoir déjà un delta de temps jusqu'à la détection du cryptolocage.
Et après cette détection-là, on va devoir aussi prendre une décision. Donc cette décision ne sera pas forcément faite par les administrateurs en direct, mais sera certainement faite par le management. Donc il va falloir communiquer au management, leur expliquer le cas, leur expliquer les options potentielles de retour sur le backup. Donc le backup qui sera de la veille. Et là, on va parler du coup de RPO. Donc entre le moment de l'incident et le moment de la fenêtre de sauvegarde, qui est souvent la nuit, on aura toute cette fenêtre-là qui ne sera pas accessible et donc qui sera perdue. Et après, une fois que la décision sera prise, on aura le RTO, qui est le temps de récupération, le temps de restauration de la donnée. Ce qui fait que si un incident arrive en fin de journée et qu'on arrive à prendre la décision, la détection et la décision assez rapidement avant la fin de la journée, on aura la nuit pour restaurer et donc on pourra repartir le lendemain sur les datas de l'avant-veille. Donc on va perdre une journée de production et une journée de reconstruction de la donnée qu'on aura perdue cette journée de production. Donc on va parler de Continuous Data Protection pour aider contre cette menace-là. Donc le Continuous Data Protection, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, le Continuous Data Protection, ça va nous permettre d'avoir une fenêtre de retour sur la donnée de 14 jours. Ça consiste à l'enregistrement de toutes les modifications qu'il y a eu sur cette donnée dans un fichier de log. Aucune intégration n'est exigée au niveau des applications. On n'a pas besoin d'intervenir sur l'application. On fonctionne sans agent avec le CDP et il suffit d'activer le CDP pour procéder à une restauration postérieure. Et on peut potentiellement affecter des marqueurs sur ce CDP, donc sur ce fichier de log. Exemple, si on a besoin si on a une base de données sur ces disques-là, et ben on peut flusher la base de données pour avoir un état de consistance de la base de données, envoyer un marqueur sur le CDP afin d'avoir un point de restauration en termes d'application consistance. Schématiquement, ça se représente comme ça. Donc on a notre serveur Datacore qui a une donnée de production et qui présente sa donnée de production à des serveurs applicatifs ou à des serveurs de virtualisation pour héberger des machines virtuelles. Et on va loguer toutes les modifications, on va les timestamper et on les enregistrera dans un fichier de log, donc dans une baie spécifique pour l'enregistrement des logs, où on peut tout à fait enregistrer ces mêmes logs dans la même donnée de production. Les deux options sont possibles. Pour faire un peu la lumière sur les différentes options de backup, snapshot et CDP qu'on pourra avoir et les points de restauration qu'on pourra avoir. Si on prend le premier, le backup, on a en général une fenêtre de sauvegarde dans la journée, qui est la nuit. Donc si l'incident arrive en milieu de journée, du coup on n'aura que le retour de la nuit. En revanche, les snapshots sont moins intrusifs et peuvent être beaucoup plus rapides qu'une sauvegarde, donc on a la capacité en général d'en faire plusieurs fois dans la journée. Donc on peut en faire un en milieu de matinée, un à la mi-journée et puis un en milieu d'après-midi. Ce qui fait que si l'incident arrive en milieu de journée, on a la possibilité de revenir à le milieu de matinée avec une solution de snapshot. Avec le CDP, en revanche, on a beaucoup plus d'avantages. Si l'incident, vu qu'on log la donnée tout au long de la journée, en cas d'incident au milieu de la journée, on peut revenir à n'importe quel point du temps de toute la matinée et voire quelques minutes avant l'incident. De ce fait-là, on va améliorer considérablement le RPO et le RTO qu'on va avoir pour cette volumétrie-là. Donc le RPO parce qu'on va pouvoir revenir quelques minutes, voire quelques secondes avant l'incident, et le RTO parce qu'on va pouvoir la restaurer de manière quasi instantanée, juste en représentant le volume qu'on va appeler un volume de rollback à la production. Pour les retours sur les états précédents, donc qu'on va appeler des volumes de rollback, on va avoir deux options, soit revenir sur un marqueur, donc sur les marqueurs qu'on aura fait au niveau applicatif, c'est-à-dire on aura mis l'application en mode consistant par un flush de database et envoyer un marqueur sur le CDP, et donc on pourra voir ces marqueurs et revenir à ce point de marqueur-là, ou l'autre option est de revenir à n'importe quel point du temps en mode crash consistant, qui va nous permettre quand même de revenir à 90% sur un état consistant de la donnée. Les différents scénarios que l'on pourrait avoir avec le CDP, déjà, le premier, c'est l'indépendance avec les fenêtres de sauvegarde. On a vu qu'on loguait les modifications tout au long de la journée, donc on n'a pas de fenêtre de sauvegarde dédiée. On a une réduction aussi de la durée de restauration. La restauration est instantanée. On va juste générer un volume de rollback directement à un point du temps et sera automatiquement disponible pour la production. Et de ce fait-là, on va optimiser le RPO et le RTO qui va être très proche de 0.
On peut aussi utiliser le CDP pour de l'analyse technique ou de la résolution de problèmes. Analyse technique dans le sens où on prévoit de faire une migration de base de données, et ben on va créer un rollback sur ce volume de base de données pour le présenter à un serveur de test pour tester une mise à jour, un upgrade ou quoi que ce soit, ou sur un problème de résolution de problème, si par exemple on a des tâches spécifiques de base de données ou autres applicatives qui posent problème et sur lesquelles on a besoin de faire une dichotomie, on peut présenter la donnée sur le même serveur à côté pour pouvoir vérifier en fait et tester cette problématique-là. Pour revenir au ransomware, comment le CDP peut aider en cas d'attaque du ransomware? Déjà, la première aide, c'est la détection de l'attaque. On va avoir une modification du comportement du CDP au moment de l'attaque. Pourquoi? Parce que le CDP va augmenter son log de manière brusque. Pourquoi il l'augmente de manière brusque? Parce que le ransomware va crypter la donnée, donc du coup il va écrire énormément sur cette volumétrie-là, et donc le log de CDP, vu qu'il enregistre toutes les modifications, va grossir de manière exponentielle et très rapidement. Et de ce fait-là, on va aussi avoir une réduction du temps de retour, un temps de rétention qui va diminuer brusquement. Donc ça va nous permettre de détecter une attaque de ransomware. Au niveau de la défense, on va générer des volumes de rollback. Donc les volumes de rollback vont être des volumes à un instant du temps que l'on aura choisi et qui va représenter la volumétrie au moment où on aura choisi le point du temps. Donc par exemple, après une alarme, il faudra éteindre rapidement, immédiatement le système compromis. Pourquoi? Pour éviter justement que le système compromis continue de crypter de la donnée et continue de fasse grossir ce fichier de log et de ce fait-là réduise notre temps de rétention et donc réduise notre possibilité de revenir dans le temps. On va identifier les moments précédant l'attaque de quelques secondes parce qu'on va pouvoir créer plusieurs volumes rollback et vérifier la donnée dessus, ou s'en approcher en créant justement plusieurs points de rollback. On va identifier du coup les ensembles de données non cryptées et procéder soit à une restauration des données non cryptées, soit on va pouvoir promouvoir cette volumétrie de rollback directement en tant que disque pour remplacer le disque qui a été corrompu précédemment. Je vais porter votre attention sur quelques points au niveau du CDP. Le CDP ne va pas remplacer les sauvegardes. Ce n'est pas le but du CDP. La sauvegarde a un but plutôt de rétention, d'externalisation et d'historisation. Le CDP, on a vu, a une fenêtre que de 14 jours et est stocké localement. Donc ça n'a pas du tout un but de sauvegarde. En revanche, il ne crée aucune perturbation d'accès disque, donc on peut activer, désactiver le CDP sans avoir aucun impact au niveau applicatif pour l'application qui est hébergée sur ces disques-là. Et le CDP ne réplique pas la donnée dans un site de disaster recovery. Donc il faut faire attention. Pour ça, on va utiliser une autre option d'attaquant qui est l'asynchronous réplication qui va nous permettre d'externaliser la donnée sur un site de repli. Et le CDP ne remplace pas le bon sens, donc former les utilisateurs sera toujours la meilleure des défenses en cas de ransomware. Donc, pour résumer, les ransomware ne sont pas un mythe, parce qu'ils peuvent toucher n'importe qui. Les ransomware menacent les données locales, mais aussi les données des serveurs au travers des shares que l'on peut avoir sur les postes utilisateurs. Et il ne faut pas donner d'argent aux rançonneurs, parce que les rançonneurs, ils reviendront s'ils voient que vous payez. Et il faut informer vos utilisateurs au risque, parce que plus les utilisateurs seront informés, moins vous aurez de risques. Et soyez prudents et prenez des mesures. Donc, par exemple, activez le CDP avec Datacom. Maintenant, je vais répondre à vos questions si vous en avez. On a une trentaine de participants, donc je vais plutôt répondre aux questions qui sont écrites et pas activer l'audio, sinon ça risque d'être un peu le brouhaha. Donc, je vais répondre déjà à une première question. Quel est l'impact de CDP sur la performance globale? Alors ça, c'est une bonne question et la réponse va être plutôt étonnante. En général, du fait qu'on va loguer toutes les écritures, et ben, par exemple, les écritures qui arriveront de manière aléatoire sur le système vont être journalisées sur les disques de manière séquentielle. Donc au final, par défaut, on va accélérer la performance écriture de cette volumétrie-là. En revanche,
sans parler de performance, mais pour parler de taille de disque, on va devoir positionner en fait un maximum, ou on va pouvoir définir un maximum de fichiers de log que l'on veut voir consommer dans notre système de stockage. Alors, deuxième question, comment créer des points de consistance? Ben, tout simplement au travers de... Alors, soit on a un client Windows, et dans ce cas-là, si on a un client Windows, on a des outils d'intégration Windows qui vont nous permettre, au travers du VSS, de générer des points de restauration automatiquement, des points de consistance automatiques sur le log CDP, ou au travers de PowerShell. Donc, si par exemple on a un environnement VMware avec beaucoup de VM sur cette volumétrie-là, on va pouvoir corréler un script PowerShell qui va nous permettre de faire les snapshots des machines virtuelles pour avoir la consistance applicative et qui va envoyer un pointeur à DataCore pour avoir un point de consistance sur l'application. Après, alors, comment l'intégrité des données est-elle garantie? Ben, justement, je viens d'en parler, avec des points de consistance, donc qui va nous permettre de flusher, par exemple, la base de données et d'envoyer un pointeur qui va nous permettre d'avoir un état du temps où l'intégrité de la donnée est garantie. Quelles sont les différences? Alors, je dois agrandir la question. Différence en termes de dimensionnement entre un serveur SDS avec et sans CDP. Combien faut-il de disques rajouter, ou y a-t-il un pourcentage d'espace disque à rajouter en plus? Alors, le CDP est une option qu'on peut activer jusqu'à 14 jours. Et on va pouvoir définir, quand on l'active, un taille maximum de fichiers de log. Donc c'est à nous de définir cette taille de fichier de log. Donc en fait, la volumétrie va dépendre essentiellement de la taille du fichier de log que vous aurez défini et du taux d'écriture qu'on aura dessus. Donc si vous avez un fort taux d'écriture, il faudra un gros fichier de log, mais ça on ne peut pas anticiper, il faut étudier avant quel va être le taux d'écriture, ou quel est le taux d'écriture de l'application. Le temps de mise en place du CDP. L'activation de l'option sur la volumétrie que l'on veut protéger. Donc juste un clic et une activation. Donc en quelques secondes. Peut-on activer le CDP sans perdre l'option, sans prendre l'option? Et quelle est la rétention de base? Alors, comme je disais, le CDP c'est une option, l'option qui va pouvoir permettre d'étendre le fichier log jusqu'à 14 jours, donc d'avoir 14 jours de rétention. Par défaut, on peut activer le CDP, par contre la rétention, le temps de rétention sera uniquement d'1 heure. Autre question, il est conseillé pour le CDP d'avoir un serveur DataCore raisonnablement puissant. Concrètement, ça veut dire quoi en termes de processeur RAM? Alors non, pas forcément un raisonnablement puissant. En fait, DataCore va fonctionner pour traiter de l'IO avec les CPU, en fait les cœurs du système. Donc ça va être juste une gestion de l'IO supplémentaire. Donc plutôt que de le stocker à un endroit dans notre pool, on va le stocker dans un fichier de log. Donc en termes de performance, on n'aura pas un besoin de performance supplémentaire pour l'activation du CDP. Comment se passe la tarification du produit en fonction de la licence HS? De la même fonctionnalité. Alors la licence HS, pour ceux qui ne savent pas, c'est la licence Virtual SAM. Donc que l'option soit vendue sur une VL, donc une licence standard ou une licence Virtual SAM, le coût de l'option sera la même. Est-il intéressant de désactiver le CDP temporairement pour une copie de gros volumes de données, ou d'une VM par exemple, pour éviter d'avoir trop d'écriture dans le log? Ou est-ce risqué? Alors, oui et non. Là, c'est vrai que la réponse est pas évidente. Donc, c'est sûr que si on anticipe une forte écriture sur le données, on va avoir forcément le log qui va grossir de manière exponentielle. Et donc, on va réduire son temps de retour potentiel. Donc, c'est sûr que si on l'envisage, on peut désactiver le CDP temporairement et le réactiver. Par contre, si on le désactive et qu'on le réactive après, le temps de retour arrière va commencer au moment où on l'a réactivé. Donc ça dépend du risque que l'on veut prendre. Il n'y a pas réellement de réponse sur cette question. Alors bonjour, faut-il une licence spécifique CDP pour cette fonctionnalité? Alors oui, je viens de répondre à cette question juste précédemment, donc oui, il faut une option spécifique, sinon par défaut c'est d'1 heure. La parisation de parallèle n'est
pas impacté par l'enregistrement du CDP. Non, la parallélisation, les parallèles ions n'est pas du tout impacté par l'enregistrement du CDP. Elle fonctionne de concert. Je suis arrivé à la fin des questions. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Ou sinon, je vais clore la session. Et de toute façon, vous pourrez retrouver l'enregistrement. Elle va vous être diffusée par le marketing chez nous. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Bonne journée.